Bienvenue à cette nouvelle formation Maelstrom Media qui est en fait la continuité d'une première formation portant sur le droit disciplinaire avec Maître Gilles Ouimet qui est de retour avec nous. Puis j'en suis fort heureux parce qu'autrement on serait un peu coincé. Maître Ouimet, on avait complété ni plus ni moins ce qu'il y en est en rapport à l'enquête du syndic, ses pouvoirs, les garanties procédurales et ainsi de suite. Une fois que le syndic a terminé la dite enquête, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Alors, le syndic qui a recueilli les éléments de preuve, a rencontré les témoins, doit décider de la mesure à apporter dans un dossier. Alors, il a évidemment, à ce moment-là, et en présumant que les éléments de preuve recueillis établissent qu'il y a la commission d'une faute, doit décider s'il y a lieu de déposer une plainte devant le comité de discipline. Ça, c'est le conseil de discipline. Ça, c'est ce qui initierait le processus disciplinaire. Mais à l'étape de la décision, il y a deux grands volets à la décision du syndic. Est-ce que j'ai de la preuve? Et si oui, est-ce que la protection du public requiert qu'il y ait une plainte de portée devant le conseil de discipline? C'est les deux grands volets de la décision. Donc, y a-t-il de la preuve? Ça, c'est technique. Est-ce que j'ai des éléments de preuve admissibles? Et au niveau de l'opportunité, là, c'est là où le syndic va considérer une foule de facteurs qui vont évidemment de la gravité de l'infraction, des circonstances de la commission de l'infraction, du profil du professionnel, son attitude, les dommages causés, bien que le dommage ne soit pas un élément de la faute disciplinaire. C'est un élément dont le syndic va tenir compte. Ça va qualifier la gravité de la faute. Une faute, donc, j'ouvre une parenthèse, la faute disciplinaire, contrairement à la faute civile, ne requiert pas qu'il y ait un dommage. Le simple fait qu'un comportement s'éloigne de la norme de façon suffisante pour conclure que le comportement est inacceptable, c'est suffisant, même s'il n'y a pas de conséquences négatives, de dommages causés. Moi, si je fais erreur, ça doit arriver quand même assez fréquemment qu'il n'y ait pas de dommages à proprement parler. Oui, et malheureusement, les professionnels vont dire, puisqu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de faute. C'est une erreur en matière disciplinaire. Et la faute peut être sanctionnée, donc en absence totale. Absolument. Ça va être un élément pertinent à évaluer par le syndic, à savoir s'il y a lieu de déposer une plainte ou pas. Ça peut intervenir à ce niveau-là. Et ça peut intervenir au niveau de la sanction. Au niveau du principe, essentiellement, beaucoup plus qu'au niveau de la réparation, par la force des choses. C'est ça. Il n'y a pas cette notion de réparation n'est pas complètement étrangère au droit disciplinaire, mais je rappelle l'objectif du droit disciplinaire, c'est la protection du public. Alors, comment on atteint la protection du public? Il peut y avoir un volet de réparation lorsqu'il y a un demandeur d'enquête, un client lésé, un patient lésé, selon la profession, mais pas nécessairement. Oui, parce que dépendamment des professions, il peut évidemment y avoir des dommages excessivement graves. Absolument. Des agressions, des vols, ça peut être un décès. Dans le domaine de la santé, ça peut être le décès. Et donc, la conséquence est un élément de la prise de décision du syndic lorsqu'il termine son enquête et qu'il décide de la mesure appliquée. Vous avez déjà été syndic, vous avez tous les éléments, votre enquête est complétée, ça a duré X temps, vous avez tout ça sur votre bureau. La première chose que vous regardez, c'est quoi? La chose qui est la plus importante pour vous. L'élément le plus important, c'est la gravité de la faute. Okay. Donc, le type de faute, là, quand on regarde les normes de la profession, est-ce qu'on parle d'intégrité, par exemple? Les comportements qui mettent en cause l'intégrité sont, par définition, des comportements graves. On ne peut pas accepter qu'un professionnel, dans quelque profession que ce soit, agisse de manière malhonnête, intentionnellement déviante. Toutes les questions, par exemple, de compte en fidéicommis dans le cas d'avocat ou notaire, ça, c'est les drapeaux rouges. C'est ça. Donc, l'intégrité est une valeur fondamentale dans toutes les professions. Lorsqu'une faute met en cause l'intégrité d'un membre, c'est un élément très important qui va peser lourd. Donc, la gravité de la faute, ses composantes, c'est l'élément prédominant dans l'analyse. Mis à part le volet intégrité, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre en termes de valeur? Alors, on mentionnait tantôt des conséquences graves. Une faute qui a entraîné des conséquences graves, la mort d'un patient, par exemple, c'est un élément qui va peser lourd dans la balance. Surtout que l'aspect, par définition, protection du public, par la force des choses... par définition, s'exprime de façon prédominante dans ce cas-là. Alors,
Ça, ce sont des exemples. J'ai l'habitude de dire que la liste des éléments à considérer est sans fin. J'imagine. Mais chaque élément va avoir un poids variable en fonction des circonstances de chaque cas. Mais la gravité de la faute demeure l'élément prédominant. Et de là, peut-être la pertinence de ce qu'on disait tout à l'heure lors de la formation 1, c'est-à-dire la collaboration du professionnel pour trouver peut-être, peut-être pas la solution, peut-être pas le bon terme, là, mais l'issue. D'autres avenues, des avenues alternatives. Alors, cet élément je le mets dans la catégorie de l'attitude du professionnel. Alors, la protection du public se décline de différentes façons, mais de façon prospective. Le comportement à venir du professionnel, celui visé et tous les autres, est un élément important. Lorsqu'on veut assurer la protection du public, si on s'assure que le professionnel va agir correctement dorénavant, on agit beaucoup pour protéger le public. Donc, ce n'est pas cette idée simplement de sanctionner pour le comportement passé, mais on s'intéresse au comportement à venir. Ce que vous disiez tout à l'heure aussi, d'envoyer un message à la profession. Voilà. Ce type de comportement est prohibé. Votre confrère vient de passer à Moulinette, il y en aura d'autres. Maintenant, il y a au rayon des messages, il y a l'exemplarité positive. Oh! C'est-à-dire que... Ça, c'est 2024, ça. Non, c'est un concept qui est moins à la mode, mais qui existe. C'est moins à la mode aujourd'hui? Non, c'est moins à la mode dans le discours ambiant n'a jamais mis l'emphase sur l'exemplarité positive. On est plus, ce qu'on lit, ce qu'on entend, c'est davantage l'aspect, bien que ce ne soit pas l'objet ou le but de la sanction de punir, on va souvent entendre qu'une bonne sanction, c'est une sanction qui envoie un message dissuasif. Fort. Alors que le message de l'exemplarité positive peut, selon les circonstances... Un exemple concret, ce serait quoi, par exemple? C'est-à-dire que de tenir compte de la collaboration et de l'attitude du professionnel dans le cadre de l'enquête donc, qui reconnaît sa faute, et des mesures pour corriger le comportement déviant. Par exemple, le professionnel qui accepte de suivre des cours, un stage, qui a collaboré à réparer le dommage, le tort causé. Ce sont des éléments qu'on met dans le créneau de l'attitude du professionnel qui peuvent suffire à convaincre qu'à l'avenir, le professionnel a compris le message et va se comporter adéquatement. Ce que vous venez d'ajouter en rapport à la formation 1 me laisse croire, ou je conclus très aisément, qu'il n'y a absolument aucun désavantage à collaborer le plus fortement possible. C'est ce que l'expérience enseigne. Évidemment... Il y en a qui doivent avoir des réflexes plus défensifs, notamment des avocats qui... Alors, moi, je vous livre... on a tous nos écoles de pensée, nos façons de voir les choses. Je crois personnellement à l'approche constructive, positive, essayer de travailler pour corriger plutôt que simplement sanctionner. D'autres n'ont pas nécessairement le même enthousiasme. Il y a autant de philosophie que de syndic, je présume. Voilà. Mais dites-moi, dans un cas, disons, plus très, très concret, encore une fois, où le professionnel, en toute bonne foi, nie avoir ce qui est son droit, c'est son droit le plus strict. Ou nie que ceci même constitue une faute. Bon. Et là, ça devient un peu plus compliqué côté collaboration, non? Oui, en fait, et c'est souvent le cas lorsque, parce qu'il y a des domaines où il est nécessaire d'avoir recours à une preuve d'expert. Lorsque, par exemple, on va reprocher aux professionnels d'avoir agi contrairement aux normes d'une profession, parce que c'est plusieurs codes de déontologie vont imposer l'obligation aux membres d'agir conformément aux principes reconnus par la profession. C'est une formulation qu'on retrouve dans plusieurs codes. Alors, dans ces situations-là, pour établir qu'il y a une faute, le syndic doit avoir recours à un expert qui va établir la norme. Mais ça, j'ignorais ça. Donc, un expert peut être embauché au final par un syndic pour établir une norme. Et cet expert-là est nécessairement un père, lui aussi, par la force Oui. Alors, l'expert, embauché par le syndic ou par l'intimé, là, parce que dans les cas où le débat devant le conseil... par définition, se défendre
Alors, je reviens à votre question. Dans ces situations-là, le professionnel peut tout à fait légitimement considérer qu'il n'a pas commis de faute et donc requérir de son côté l'opinion d'un expert pour établir la norme applicable dans les circonstances. Moi, si je m'amuse un peu avec ça, si par définition il existe un débat d'experts à savoir est-ce qu'une faute a été commise, donc est-ce qu'une norme professionnelle a été violée, est-ce qu'on ne tombe pas dans le cadre de la norme de la raisonnabilité dont on parlait tout à l'heure en disant, ben, par définition, si on a besoin d'experts, c'est peut-être que c'est pas si clair que ça et donc on devrait laisser... C'est-à-dire que cet argument-là, on peut le faire, mais il faut comprendre que le but de l'expertise, c'est d'établir s'il y a une norme ou pas et quelle est cette norme. Voilà. Donc, c'est une question de preuve et là, il peut y avoir des expertises différentes et c'est le conseil qui est appelé à trancher. Qui évalue aussi la question de la crédibilité de l'expertise. Voilà. Laquelle des deux parties aura présenté la preuve la plus convaincante. Parce que le fardeau de preuve qui appartient au syndic, c'est de démontrer qu'il y a commission d'une faute et notamment qu'il y a une norme dans la profession par la balance des probabilités. Donc, il doit convaincre le conseil que son expertise est plus probante et plus convaincante que celle de l'intimé pour établir la norme. Mais c'est le conseil qui détermine. Évidemment, un peu comme le juge. Voilà.